Pouvoir identifier un blocage qui peut détruire votre couple, c'est comme repérer une fissure sur un barrage hydroélectrique avant que le barrage n'explose. Lorsque vous repérez cette fissure et que vous la réparez, vous évitez tous les dégâts liés à l'inondation et tout ce que ça peut entraîner derrière. Si vous identifiez dans votre couple ces genres de choses qu'on se dit souvent, ces croyances qu'on a souvent, qui sont tellement répandues et qui bousillent la plupart des couples au quotidien, alors vous allez gagner énormément de temps, d'énergie et vraiment éviter la catastrophe dans votre vie. La phrase numéro 1 qui tue beaucoup de couples, qui tue plusieurs couples, c'est le fait de dire « c'est ça le mariage, supporte seulement ». C'est-à-dire, vous avez plusieurs situations où une femme vit, par exemple, des choses affreuses dans son couple. Vous avez des femmes qui sont battues par leur partenaire. Quand elles rentrent chez leurs parents, les parents disent « ah ben c'est ça le mariage, il faut juste supporter ». Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Le mariage, ce n'est pas un fardeau à supporter. Le mariage n'est pas une prison qu'on doit endurer. Le mariage n'est pas une peine à subir. Ce type de phrase emprisonne plusieurs personnes dans leur vie au quotidien. Plusieurs personnes commencent des relations et se rendent compte en fait en réalité à un moment donné qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On commence à souffrir, à s'insulter, à se manquer de respect, mais les gens vous disent reste. Combien de fois n'a-t-on pas entendu d'histoires de femmes qui sont décédées sous les coups de leur partenaire alors qu'elles s'en étaient plaintes à plusieurs reprises, même auprès de leur famille. Les familles disent il faut rester, c'est ça le mariage. Tu es déjà allé en mariage, tu peux pas revenir ici. Non, ce n'est pas ça le mariage, parce que quand on se marie, on se promet mutuellement de chérir l'autre. À partir du moment où on commence à devenir un poison pour l'autre, ça devient un peu compliqué. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que si c'est difficile, vous devez forcément partir. Je suis en train de vous dire que si vous restez, parce que vous vous dites ce genre de choses dans votre tête, alors que votre cœur vous dit qu'il faut probablement que vous partiez, alors que dans toute votre âme vous sentez que c'est la fin et que c'est terminé et tout, vous êtes peut-être en train de vous condamner vous-même, alors que votre âme en elle-même sait déjà ce qu'il faut. Ne vous laissez pas verrouiller par des phrases qui sont dites comme ça, quand votre cœur n'est pas aligné avec ce genre de choses, et surtout quand vous vivez des situations qui vous détruisent au quotidien. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. J'accompagne au quotidien des couples à travailler leur connexion parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un couple connecté. Un couple connecté, c'est un rouleau compresseur qui est capable de tout affronter. Et j'accompagne également les personnes individuellement à travailler leur valeur intrinsèque, à grandir personnellement. Parce que si on veut avoir un couple à un niveau élevé, qu'est-ce qu'on fait? On monte à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas améliorer votre couple sans vous améliorer vous-même. C'est pour ça que je vous partage des valeurs de croissance individuelle et des valeurs pour renforcer votre couple. Et vous allez voir que dans tout ce que nous partageons, rien ne peut se faire sans votre implication. Donc vous devez d'abord vous-même vous améliorer. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez simplement à vous abonner. Abonnez-vous et on avance. Et laissez un commentaire lorsque vous allez percevoir que cette vidéo est vraiment pertinente et vous apporte quelque chose. Et également, dites que c'est bon si c'est bon. Ok? Sentez-vous libre pour le faire. Il y a un lien quelque part sous la vidéo, ou autour de la vidéo en tout cas, vers un guide de 7 erreurs qui peuvent tuer une vie de couple que je vous invite à télécharger gratuitement. Je vous l'offre. La deuxième phrase qu'on dit souvent, c'est aux jeunes dames, on leur dit, tu dois tout faire pour garder ton homme. Si tu te comportes comme ça là, aucun homme ne voudra de toi. Tu vas pas te marier. C'est-à-dire qu'on grandit dans une société dans laquelle on dit aux femmes qu'elles doivent tout faire pour être de bonnes épouses. Mais quand est-ce qu'on dit aux hommes tout ce qu'ils doivent faire pour être de bons époux? Je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce que c'est aux femmes qu'on dit ça? En faisant cela, on transforme les femmes en marchandises qui doivent tout faire pour plaire aux hommes. Ok? En faisant cela, c'est comme en fait acheter un porc qu'on va engraisser et aller vendre sur la place du marché le moment venu. S'il est trop chétif, l'acheteur ne voudra pas de lui. On dit à une femme, travaille tes qualités, travaille ceci, travaille cela, mais on n'enseigne pas aux hommes, traite ta femme de cette façon, soit un homme comme ci, soit un homme comme ça, sinon ta femme partira. On donne toujours l'impression, dans plusieurs cas, aux hommes qu'ils sont justement ceux qui peuvent tout se permettre et que la femme doit tout faire pour avoir leur grâce. Écoutez, je suis pas ici pour faire un combat entre hommes et femmes. On n'a pas le temps pour ça. Je ne suis pas du tout en train de défendre les femmes ou de condamner les hommes. Et lorsque je parlerai des hommes, je ne serai pas en train de défendre les hommes ou de condamner les femmes. Si vous arrivez comme ça avec une vision déjà faussée, une vision déjà binaire de la chose, vous n'êtes pas au bon endroit. Probablement pas. Les deux se disent oui. Il n'y a pas un mariage normal où l'homme dit oui et la femme dit non et on dit qu'il y a le mariage. Il n'y a pas un mariage normal où la femme dit oui et l'homme dit non et on dit qu'il y a un mariage. Le oui est nécessaire de la part des deux parties. Donc les deux parties sont toutes importantes. Pourquoi donc dans une société dans laquelle on fait croire justement que la femme est celle qui doit faire tous les efforts pour que le mariage fonctionne? Tout le monde doit apprendre à être un être humain valeureux et valable en termes d'incarner ses valeurs et ses principes les plus élevés. C'est ça la clé numéro 1. On ne le fait pas parce qu'on veut garder un homme. On incarne ces valeurs parce que ce sont les valeurs de vie qu'on a identifiées et que c'est une façon d'honorer la personne qui vous a donné cette vie-là. On ne devient pas une meilleure femme parce qu'on veut garder un homme. On ne devient pas un meilleur homme parce qu'on veut un jour garder une femme. On le devient. Et surtout parce qu'on a compris que ça fait vraiment partie de soi. Enseignons à l'être humain, sans distinction, la nécessité de cultiver les valeurs les plus élevées qui soient pour une société saine pour tout le monde. La troisième phrase qu'on entend souvent, c'est « on ne divorce pas chez nous ».
dans ma religion, on ne divorce pas. Un bantou, ça ne divorce pas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit ça, on met juste l'accent sur un aboutissement. Le divorce, c'est un résultat de quelque chose. Quand vous dites, j'ai passé le temps à cultiver du maïs, mais à la fin, je ne récolte pas, ça n'a pas de sens parce que vous devez récolter ce que vous avez semé. Si vous passez votre vie à avoir une relation qui est toxique pour votre partenaire et toxique pour vous deux, que vous soyez un homme ou une femme, à un moment donné, l'une des deux personnes risque de demander la séparation. La séparation, c'est pas un ingrédient. C'est ce que vous avez préparé là. C'est le résultat. C'est ça qui sort du four. Donc, dire je suis pas pour le divorce, chez nous on ne divorce pas, c'est un peu trop facile. C'est un peu trop léger. Ok? C'est dire je ne veux pas le résultat, peut-être que j'ai continué à contribuer, que j'ai contribué à développer au fil du temps. La vraie question, c'est avez-vous agi au quotidien envers votre partenaire, homme comme femme, à faire ce qu'il faut, justement pour que l'idée d'une séparation ne puisse pas naître un jour. Je ne vous demande pas de passer votre vie à réfléchir à comment faire pour ne pas divorcer. Il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas d'énergie à gaspiller pour ça. Devenez la meilleure version de ce que vous êtes. Soyez une personne aimante envers votre partenaire. Faites de votre mieux pour donner le meilleur. Ne venez pas dans la relation pour exiger les choses de l'autre. Venez dans la relation en vous demandant qu'est-ce que je peux donner à l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre soit justement à un endroit le plus exquis qui soit? Qu'est-ce que je peux être pour que l'autre, en goûtant à la saveur de la personne que je suis, de par mon comportement, ait envie de continuer à y goûter? C'est ça en fait. Quatrième phrase qu'on entend souvent, c'est « Tu es ma femme, je t'ai doté, tu dois faire ce que je te dis. » Ah, mais ça c'est... ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça c'est la phrase que j'entends toujours et qui me fait toujours vraiment me dire « Mais attends, tu as payé une dot ou tu l'as acheté ?» Lorsqu'on commence à réfléchir comme ça et à se dire « Tu dois faire tout ce que je te demande parce que ta famille, vraiment, j'ai payé la dot qu'on m'a demandé et tout dont tu m'appartiens maintenant. » On se demande quel type de partenaire est-ce qu'on recherchait. Et il faut aussi souligner ici que je suis pas en train de vouloir tirer sur qui que ce soit. Dans nos familles en Afrique, parfois, la symbolique de la dot n'est plus une symbolique. Parfois, il y a des familles qui profitent justement du fait que leur fille va épouser un homme, profitent pour demander des choses exorbitantes et extraordinaires, de telle sorte que le partenaire qui est censé faire les démarches est tellement découragé. Il y a beaucoup de couples d'ailleurs qui ne se marient pas, qui ne font pas les choses officiellement, parce que la liste qu'on leur a donnée est tellement déstabilisante que même s'ils devaient travailler pendant je ne sais pas combien de temps, ils n'arriveraient pas à réunir toutes ces listes-là. Ok, d'accord? Donc, ça peut ramener vraiment à la question de se poser, qu'est-ce que la dot? À quoi sert la dot? Comment est-ce que la dot est censée être encadrée de manière saine afin de ne pas être un virus qui va détruire le couple par la suite? Parce qu'il y a des hommes qui vont faire des efforts et avec beaucoup d'amertume dans le cœur et par la suite le faire payer à leur femme. Bon, à ces hommes-là, moi je dirais, vous n'avez absolument aucune raison de faire ça parce que en réalité, si vous faites ça, ça veut dire que votre femme, vous l'aimez pas vraiment au point où vous disiez l'aimer. Si vous faites payer à une personne que vous dites que vous aimez, le fait que sa famille ait exigé énormément de choses de vous, la question c'est est-ce que vous l'aimez vraiment? Pourquoi est-ce qu'elle doit payer quoi que ce soit? Pourquoi est-ce qu'elle doit souffrir? Parce que vous êtes en train de vous venger de ce que sa famille a fait. Pourquoi vous devez développer ça en vous? Je pars du principe que si vous voulez avancer ensemble, c'est qu'il y a un minimum d'amour entre vous deux. Et s'il y a un minimum d'amour entre vous deux, ça veut dire que vous avez quand même une certaine connexion entre vous, en termes de valeurs, en termes de reconnaissance, en termes de chemin qu'on fait ensemble. Donc, dans tous les cas, il est important de préserver votre partenaire. On n'achète pas une femme avec une dot, même si la dot est exorbitante. Mais si vous estimez que c'est un trop gros prix à payer, avant de faire souffrir votre partenaire par la suite, demandez-vous vraiment si vous l'aimez. Demandez-vous si c'était justement pour avoir la chose la plus extraordinaire que vous recherchez dans votre vie, est-ce que vous auriez la même amertume? C'est ça la vraie question. Je suis pas en train d'encourager cela, je suis simplement en train de poser ici une question à laquelle je pense que nous devons tous réfléchir. Je n'ai pas la solution à ça. Et j'attire l'attention sur le fait que payer une dot, verser une dot, qui est censée être symbolique, mais elle ne l'est pas toujours dans tous les cas, n'est pas acheter une femme. En aucun cas, vous ne devez considérer votre partenaire comme étant une marchandise. En aucun cas, peu importe le prix de votre dot. À partir du moment où vous la voyez comme ça, elle n'est plus votre partenaire, elle est votre chose. Et ça ne peut pas être une base pour construire une relation. La cinquième phrase, c'est la phrase que j'aime le plus. Que c'est une phrase qui est tellement mal comprise d'après moi que je me dis, il faut apporter de la clarté à cette phrase. Et cette phrase, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu m'as dit qu'on était ensemble pour le meilleur ou pour le pire, donc tu dois supporter. La famille dit, vous êtes ensemble pour le meilleur ou pour le pire, donc tu peux pas le laisser maintenant, même si tu as trompé et même s'il te bat. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et là, je dis, waouh, c'est vraiment excellent. Parce que la phrase pour le meilleur et pour le pire veut dire avec toi, je veux vivre le meilleur, bâtir le meilleur, savourer le meilleur et je veux affronter le pire qui puisse arriver dans la vie. Quand on se marie et qu'on s'échange les vœux, on ne dit jamais, je vais être un poison pour toi. On dit, je vais te chérir. On dit, je vais t'aimer. On dit, je promets d'être à tes côtés. Dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie. Mais dire, je vais être à tes côtés dans la maladie ne veut pas dire que je vais te lancer la maladie. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais te rendre malade. Ça veut encore moins dire que je dois devenir une maladie qui va te tuer. Ça veut pas dire ça. Pour le meilleur et pour le pire, veut dire, j'affronte le pire qui puisse arriver avec toi. Ça veut pas dire, je deviens le pire pour toi. Ne devenez jamais un poison pour votre partenaire en lui demandant par la suite de rester parce qu'elle s'est engagée pour le meilleur et pour le pire ou parce que vous vous êtes engagé pour le meilleur et pour le pire. Ça ne veut pas dire ça du tout.
Si vous devenez le pire pour votre partenaire ou la pire chose que votre partenaire ait à connaître, vous êtes en train de bafouer le premier contrat de votre engagement, c'est-à-dire je promets de te chérir, d'aimer, d'être à tes côtés, dans la douleur, dans la difficulté, dans la maladie, de bâtir avec toi, d'être avec toi face à l'adversité. Quand on échange les vœux, c'est ça qu'on dit. Je ne sais pas quels sont les vœux que vous avez échangés. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes marié avec votre partenaire, quels sont les vœux que vous avez échangés? On promet d'être la meilleure expérience possible pour l'autre. Pas l'expérience la plus parfaite, mais une expérience qui permet à l'autre de se sentir bien avec soi. Mais quand vous commencez déjà de rompre le contrat en devenant la pire chose que l'autre puisse vivre et en plus exiger à cette personne de continuer malgré ça, d'être dans le contrat avec vous, vous voyez vous-même qu'il y a contradiction. Si vous allez acheter une voiture et qu'on vous dit qu'il y a certaines choses sur cette voiture, vous signez un contrat en disant voici les options que j'ai choisies pour ma voiture. Puis vous récupérez la voiture, vous allez pour tester la voiture et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas ces options-là. Est-ce que vous n'allez pas vous en plaindre? Est-ce que vous n'allez pas venir dire vous m'aviez promis qu'il y a telle chose alors qu'il n'y a pas? Est-ce que vous n'allez pas dire je paye tous les mois tel montant pour cette voiture alors qu'il manque l'option que j'ai choisie? Donc on peut réclamer pour une voiture, on peut réclamer pour un stylo, on peut réclamer pour un téléphone, une paire de chaussures, une paire de baskets, une casquette, une chemise, un pantalon, une paire de lunettes. On peut réclamer pour tout lorsque ce qui était dans le contrat n'est pas accepté et reconnu. Mais pour l'engagement le plus long de la vie terrestre humaine, on ne peut pas réclamer. Parce que quand vous vous mariez avec une personne, vous passez plus de la moitié de votre vie avec une personne si vous vivez très longtemps tous les deux. Ça dépend de quand vous vous mariez, mais si on prend la moyenne, c'est ça. Donc, le mariage, l'engagement de vivre ensemble, le fait de s'engager ensemble, c'est un contrat moral, un contrat verbal, un contrat dans les gestes, un contrat spirituel même que vous prenez avec la personne. Et vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas réviser les clauses d'un contrat, d'un engagement sur presque toute une vie, alors qu'on peut négocier et discuter les clauses lorsque tout autre contrat n'a pas été respecté. Est-ce que c'est sérieux ça? C'est sérieux? Vous n'êtes pas censé devenir la pire chose qui soit pour votre partenaire. Vous n'êtes pas censé devenir le pire pour votre partenaire. Si vous devenez le pire pour votre partenaire, vous rompez le contrat. Et un contrat qui se rompt par les actions, par le non-respect de certaines clauses et tout, peut être revu. Il n'y a pas une histoire de dire on ne divorce pas ou quoi que ce soit. À un moment donné, quand on casse les conditions pour lesquelles on s'est marié, le mariage peut justement se terminer. Ce n'est pas contre la loi spirituelle. Absolument pas. Il y a des conditions pour créer un mariage, tout comme il y a des conditions pour que ce mariage dure. Mais si vous cassez les conditions pour l'avoir créé, cassez les conditions pour qu'il dure, et en disant juste je ne veux pas les résultats à la fin, soyons quand même sérieux. Bon, bref, vous avez compris l'idée de la question, l'idée que je suis en train de développer ici. Je parle avec beaucoup de force parce que je parle avec conviction. Je ne parle pas pour convaincre quelqu'un, mais je parle de ce dont je suis convaincu à l'instant T. Peut-être demain je serai convaincu d'autre chose, parce que on grandit tous. Mais à l'instant T, voilà le fond de ma pensée, voilà les graines que j'ai identifiées et que je voulais semer, que j'ai sélectionnées, que je voulais partager avec vous. À vous de voir s'il y a des pépites parmi ces graines et si vous allez les prendre ou pas. À chacun la responsabilité de ce qu'il veut bâtir dans sa vie. Si vous l'avez pas encore fait et que vous m'avez regardé jusqu'ici, alors abonnez-vous. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, partagez autour de vous parce que les gens ont besoin de comprendre. Les personnes qui ont soif d'incarner des valeurs hautes ont besoin de comprendre ce qui est partagé ici. Elles ont besoin de comprendre que dans tout le tintamarre et dans tout le tumulte qui est environnant, il y a encore des aspirations fortes. Il y a encore la possibilité de s'accrocher à des valeurs fortes pour s'élever. Il y a encore la possibilité de, même si on paraît être bizarre aux yeux des autres, d'incarner sa singularité, d'incarner ce pourquoi on a été fait ici et d'avancer son chemin sereinement. Ceci est largement une vidéo, pas juste pour parler comme ça, pour parler de ce qui doit se passer dans le couple. On est à un autre level. J'espère que vous l'avez remarqué, mais en tout cas, toute l'intention y est.